voilà, donc sur le programme, j'avais compris qu'on allait parler des données de la recherche, qui est effectivement une ouverture un petit peu complémentaire de tout ce qui est open access aux documents, puisque se pose maintenant la question de cet open access, effectivement, des données de la recherche. Alors j'ai pris un angle un petit peu documentaliste, hein, qu'est-ce qu'il y a, vous allez voir, où est-ce qu'on peut intervenir, où est-ce qu'on nous attend un petit peu sur ces données de la recherche, puisque le contexte, tout le monde le connaît un peu. Puis si après, si vous voulez, on pourra essayer de faire une conclusion, mais j'ai parlé de ça. Donc, les données de la recherche, c'est important, hein, de pouvoir les partager, c'est très important. Bon, alors, il y a plein d'exemples. Hein, là, c'est un exemple qui est cité dans Nature, mais il y a beaucoup d'exemples, il y en a d'autres qui ont été cités, de l'importance de partager les données. Que ici, ça coûte des vies de ne pas partager des données quand c'est le cas d'essais cliniques qui ne peuvent pas être partagés, réutilisés par d'autres, etc. Donc là, il y a vraiment un enjeu extrêmement important sur toutes ces données de la recherche qui sont produites, pouvoir les partager, les mettre en open data, hein, et les réexploiter. Donc c'est juste un exemple. J'en avais d'autres, mais bon, j'ai fait assez court quand même. Un autre exemple, hein, il y a eu un dossier qui a été paru dans Nature. Donc, je reviens un petit peu encore sur les sciences de la vie, mais bon, ce dossier a été fait, c'était intéressant. Donc là, c'est une étude qui dit, de 2011, qui dit, ben voilà, qui parle du data gap, hein, du fossé entre les données, où 84% des chercheurs aimeraient utiliser des jeux de données d'autres chercheurs. Pourquoi? Alors pour différentes raisons, hein, mais ça, d'après le sondage, il y a quand même énormément de chercheurs qui aimeraient réutiliser ces données. Et par contre, actuellement, les scientifiques qui disent qu'il y a déjà des données disponibles, que leurs données sont déjà facilement disponibles, il n'y en a que 36%. Et ça, c'est en sens de la vie. Donc là, il y a une grosse différence. Hein. Et puis, il y en a beaucoup qui disent que vraiment, ces problèmes d'accès aux données, c'est quelque chose de très important et c'est vraiment un frein au progrès scientifique. Donc ça renvoie à toutes les déclarations qu'a faites aussi Neelie Kroes, l'Union européenne, etc. Mais là, c'est un sondage auprès des chercheurs. Donc, qu'est-ce que c'est que une donnée scientifique? Donc, j'ai cherché une définition. Hein, donc, ça, c'est celle de l'OCDE en 2007. Hein, donc, c'est un enregistrement factuel de chiffres, textes, images et sons qui sont utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider des résultats de recherche. Un ensemble de données de recherche constitue une représentation systématique et partielle du sujet faisant l'objet de la recherche. Donc là aussi, c'est important parce qu'on parle d'open data, de public open data. Il y a beaucoup de termes qui circulent. Et là, quand on parle de données de la recherche, on voit bien que c'est lié à la recherche scientifique et à la validation des résultats de recherche. Et on n'est pas dans le cadre des public open data où c'est des portails qui mettent en ligne toutes les données produites par les ministères, par différentes institutions publiques et pas. Là, on est vraiment dans le cadre de la recherche. Alors après, il y a différents types de données. Il y a des données primaires ou brutes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein, donc, c'est l'information enregistrée qui appartient à un projet mais qui n'est pas traitée. Il y a des données issues d'un traitement, donc des analyses, des descriptions, des conclusions rangées sur un support ou dans une publication. Hein, donc, différentes données issues d'un traitement. C'est un peu ce qu'on parlait aussi tout à l'heure dans le débat. Hein. Important d'avoir ces données traitées. Et puis des données publiées, hein, donc l'information qui a été distribuée, qui est ouverte, et aux personnes donc, qui sont liées aux données de publication et aux articles qui servent aux publications. Il y a un site qui permet de suivre les données de la recherche, pour lequel beaucoup d'organismes participent. Hein. Vous voyez, l'INRA est cité, le CNRS aussi. Donc il fait une veille sur les différents éléments et qui est vraiment un site incontournable pour suivre les données de la recherche. Donc les enjeux, hein, c'est mettre à disposition des données pour pouvoir reproduire les expériences, une valorisation supplémentaire des travaux, et puis utiliser librement les données produites par d'autres laboratoires. Donc ça aussi, c'est des enjeux importants. Puis aussi créer des conditions d'archivage et de stockage des données.
Donc là, après, j'ai repris des termes qui montrent un peu quels sont les enjeux autour de la recherche, reproduire les résistances, les expériences, l'éthique, la réutilisation, la valorisation des données, le partage, la collaboration, si on est capable de travailler ensemble avec d'autres instituts sur exploiter des données communes, on peut créer des collaborations. L'archivage, l'interopérabilité, on en a parlé aussi, c'est extrêmement important de mettre en des choses qu'on puisse lier entre elles. Et puis tout ce qui est data mining, discovery, ce qui est un peu sur des grands ensembles de données, on peut les analyser avec d'autres outils et en tirer des conclusions. Donc si on regarde concrètement ce qu'on a au niveau des données de la recherche, quelque chose qui est apparu qui s'appelle les data journals, qui sont assez récentes. Je ne sais pas, Elsevier en a quelques-uns, j'aurais pu poser la question au monsieur d'Elsevier. Donc en fait, c'est des journaux qui ne contiennent pas les données, mais des articles de recherche décrivant les données. Donc c'est une forme un peu différente, c'est peer review, mais ça décrit pas, il n'y a pas les jeux de données. Et par contre, les données doivent être accessibles dans des répertoires de données. Donc je vais vous en parler un peu plus loin. Donc ce répertoire de données, ça intéresse, il commence à y en avoir quelques-uns. Il y a Nature aussi qui se lance dans les répertoires de données avec Scientific Data. Donc c'est quelque chose de tout nouveau qui va apparaître. Mais bon, l'idée aussi, c'est de pouvoir déposer son jeu de données. On a vu Zenodo tout à l'heure. Tout ça, c'est bon, là, c'est une initiative éditeur. On voit que même sur les données de la recherche où les éditeurs ne sont pas présents pour l'instant, il y a quand même des tentatives pour qu'ils soient présents. Et c'est ça aussi l'enjeu qu'il y a sur les données de la recherche. C'est pour l'instant, on n'est pas dans le même système que l'open access où on doit prendre en compte un système existant. Là, pour l'instant, il n'y a pas de système existant pour la gestion des données. Elles n'appartiennent qu'aux chercheurs ou aux institutions qui les ont publiées. Donc les data repositories, il y en a quelques-uns que vous connaissez peut-être. On a déjà parlé un peu de Pangea tout à l'heure, ça a été montré. Il y a Dryad, il y a Figshare, il y a donc Pangea, il y a ICPSR dans tout ce qui est sciences politiques et sociales. Et donc certains de ces répertoires de données soit sont créés par des projets ou par des universités, ou alors ils sont aussi en lien, mais peuvent être aussi en lien avec des revues, et les revues vont en fait demander, exiger que pour chaque publication, les données soient aussi déposées dans ce répertoire. Donc ça, c'est l'initiative Dryad, qui a une Joint Data Archiving Policy, dans lequel, qui est décrite un peu plus loin. Donc c'est d'accord avec des journaux classiques qui exigent le dépôt des données dans Dryad. Au minimum, les données ayant servi à l'article, mais on peut en mettre plus. Donc ça, c'est une liste des premiers journaux qui ont signé cette policy. Donc il y en a 30, dont des journaux assez importants. Et donc là, c'est les métadonnées qui sont liées à Dryad avec une licence Creative Commons 0, c'est-à-dire aucune obligation de citation, aucune restriction sur l'utilisation des données. Et ça devient extrêmement important quand on brasse beaucoup de données, quand on fait des analyses. Rien que de dire ces données la propriété de ces données vient à tel endroit, ça devient compliqué. Donc, c'est pas ma spécialité les licences. J'aurais bien aimé poser la question à la personne avant aussi sur les Creative Commons 0. Mais là, l'idée, c'est de dire aucune restriction. Enfin, si on accepte, on n'est pas obligé d'accepter, mais si jamais le jeu de données est déposé dans ces conditions, aucune restriction sur l'utilisation et même pas l'obligation de citer la provenance. Donc après, sur ces répertoires de données, il y a des sites qui commencent à les répertorier. Donc là, c'est DataSite, qui recense plus de 80 sites de stockage de données. Donc on peut le rechercher par préfixe, par mois, par centre de données, de data center, répertoire de données, etc. Donc ça commence à avoir des chiffres assez importants. Et donc à la fois ça existe, même pour des projets ou en astronomie, il y a tout un dispositif qui se met en place pour stocker les données. Et en même temps, il y a encore un travail à faire pour les instituts, pour créer des politiques de gestion de données. C'est un peu ce qu'on est en train de faire à l'INRA, l'initiative qui a commencé il y a quelques mois, et pour avoir une politique de dépôt et de partage des données.
Donc là, pour l'instant, il y a déjà des données et il y a déjà 480 sites qui permettent le partage des données. Un autre qui est aussi, j'ai vu passer l'annonce très récemment, qui est aussi un peu la même chose, qui permet un registry of research data repositories, où là, on va avoir aussi l'accès à des données. Donc il y a plusieurs initiatives. L'Union européenne, je l'avais montré ce matin dans Horizon de 2020, il montrait bien l'importance des données en plus des publications. Donc là, il y a quelque chose qui s'appelle le Research Data Alliance, qui veut accélérer l'innovation data driven, donc tout ce qui est ce qu'on peut exploiter au niveau des données et tout ce qu'on peut en faire. Et puis leur exploitation, alors c'est discovery en anglais, je ne sais pas comment traduire ça en français. Et puis en plus il manque un Y, je suis désolé. Mais discovery, on a plein de données et on est capable de sortir de ces données des résultats ou des pistes qui n'avaient pas été partagées ou explorées avant, simplement parce que chacun avait les données dans ses silos, dans son coin. Voilà, utilisation et réutilisation des données, harmonisation des standards et possibilité de recherche. Donc, quand on parle de e-science, on est à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est une recherche qui va s'intéresser qu'aux données déjà produites et donc à travers des moyens électroniques. Donc il y a eu il y a un workshop où on a demandé open access sur les données de la recherche, qui a demandé à ce que chaque projet européen puisse avoir un data management plan, donc un plan de gestion des données dans ces projets, parce que ça devenait important de pouvoir avoir simplement de pouvoir gérer correctement ces données, c'est déjà un enjeu. Après, de les mettre en libre accès, c'en a un autre, mais déjà pouvoir les gérer correctement. Et là, donc, ça me renvoie un peu aussi sur ces gestions de données à la Ligue des bibliothèques européennes de recherche, l'IBER, qui a publié un document en 2012 en disant 10 recommandations pour les bibliothécaires documentalistes pour commencer avec la gestion des données de recherche. Donc là, j'en ai pris quelques-unes, il y a le lien en dessous. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a peut-être un rôle à jouer dans ces gestions de données et qu'il faudrait quand même un peu s'y préparer. Donc quelques éléments qui ont été pris dans le document. Offrir un plan de gestion des données, s'engager dans le développement des standards de métadonnées, participer activement au plan de gestion des données de l'Institut, supporter le cycle de vie des données en fournissant des services pour le stockage, la découverte et l'accès permanent, mettre en place un catalogue des données de l'Institut, donc ça renvoie aussi au repository, mettre en place des identifiants pérennes, etc. Donc ça, c'est quelques points qui pour montrer que quand même, au niveau des bibliothèques et de la documentation, on s'intéresse à ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plan de gestion des données ? Donc là aussi, il y a pas mal de sites qui commencent à fournir des documents qui décrivent un peu ce plan de gestion des données. Donc là, il y en a quelques-uns. Il y a le MIT, le Digital Curation Center, qui est un organisme américain lié au GISC, et puis l'Université de Monash aussi, qui a tout un plan de gestion des données. Donc là, l'objectif, là, c'est quand un chercheur ou des chercheurs commencent des projets, c'est leur donner les bonnes pratiques pour bien gérer leurs données. Ce qui paraît quelque chose qui doit être relativement évident pour des chercheurs, mais en fait, il y a quand même des règles auxquelles ils ne pensent pas et qui sont incluses dans ces plans de gestion de données. Donc il y a même des outils qui permettent pour la création d'un plan de gestion de données. Donc là, c'est un outil de l'Université de Californie, où on peut mettre ses données et suivre l'application pour créer son plan de gestion des données. Alors, qu'est-ce que contient un plan de gestion des données ? Donc ça, c'est les grands points, parce que on était un peu à la fin de la journée, j'ai pas voulu aller trop dans les détails, mais les grands points mis par une petite brochure sur l'Université Monash. Donc évidemment, tout ce qui est copyright, propriété intellectuelle et éthique. Comment sont-ils reliés, ces points sont-ils reliés à vos données de recherche ? Où stocker les données numériques et les sauvegarder ? Ça paraît tout bête, mais l'ordinateur n'est peut-être pas forcément la meilleure solution et il doit y avoir des
des espaces qui sont faits pour pouvoir les stocker et les sauvegarder. Les méthodes pour organiser les données et la documentation les décrivant. Quand et comment partager vos données avec les bonnes personnes et en bon moment. Hein, évidemment, c'est que là, on ne parle pas de l'open data. On n'est pas obligé d'aller vers l'open data pour toutes les données. Ça, c'est aussi important. On a bien vu qu'il pouvait y avoir des freins de données avec certaines données personnelles, puis avoir des données pour lesquelles on préfère traiter avec des collaborations ou qu'on préfère ne pas partager. Puis bon, si on les partage, optimiser l'impact des recherches en diffusant les données et les informations de base. Et à la fin, prendre disposition pour les données après la fin du projet de recherche pour qu'elles soient toujours disponibles. Dans certains domaines, j'ai encore le cas avec un chercheur dans le domaine des recherches forestières, où il recherchait des données qui avaient été élaborées 25 ans auparavant. Et en fait, tout le monde pensait les avoir, mais personne ne les avait. Et tout le monde est allé chercher sur son disque dur et personne n'avait ces données. Donc là aussi, avant de partager les données, déjà, si on peut les sauvegarder, les identifier, leur mettre des identifiants pérennes, dire qu'ils sont à tel endroit, leurs conditions de production, là c'est quand même un point très important avant l'open data. Donc ça c'est l'aspect lier les données, donc là le link open data, donc j'ai fait une diapo très simple parce que j'avais pas envie de rentrer dans le débat un peu trop poussé, mais en gros on utilise des formats qui sont normalisés et qui sont de type RDF, qui permettent de lier ces données avec les données d'autres sources. Donc par exemple pour pouvoir avoir des données de recherche, un petit peu, mais ça c'est des cas concrets, hein, et puis les relier avec des thésaurus mis en link open data. Et donc à partir de mots, d'écrits ou des différents éléments trouvés dans les données de recherche, les liés à ces thésaurus qui les décriront encore mieux, qui seront eux-mêmes liés à d'autres données, etc. Donc là, ou à des catalogues de documents, enfin bon, là il y a quand même des projets qui sont assez avancés sur ces links open data, parce qu'il y a des données qu'on peut publier. Hein. Par exemple, les thésaurus, on peut les mettre en link open data, le sudoc, il est en link open data. Isidore aussi, ils travaillent, ils ont un SparkQL endpoint, enfin tous les outils pour interroger ces link open data. Donc ça c'est l'étape encore plus élaborée. On partage les données et après on donne les conditions pour les lier. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais c'est pour dire qu'il y a quand même ça. Il y a un autre enjeu là aussi important pour lier ces données, hein, pour enrichir ces jeux de données. Dire quand on a un identifiant ou un élément dans son jeu de données, on peut récupérer plein d'autres données. Par exemple, on a une ville. Et ben, je vais chercher les données qui sont issues de l'INSEE. À partir de cette ville, je vais pouvoir récupérer le département, la région, etc. Ça va avoir rien d'autre à faire que dire, ben voilà, je veux m'aligner avec les données de l'INSEE et hop, je récupère toutes ces données. Donc dans ces cas-là, on appelle ça enrichir son jeu de données. Construire de nouvelles interfaces intelligentes, parce qu'une fois que ces données sont en link open data, on peut les lier à d'autres, faire des mashups, faire apparaître des cartes sans avoir forcément ces données, des traductions sans avoir forcément ces données dans son jeu de données. Puis des nouveaux modes de recherche, hein, là aussi il y a des projets européens qui se créent, puisque sur ces formats de données, il y a des outils d'interrogation qui sont encore un peu complexes. Bon, si on parle de SparkQL, il faut rentrer la commande d'interrogation, mais il y a encore de nouveaux modes de recherche à développer. Voilà, donc ça c'est pour Link Open Data, je n'irai pas plus loin aujourd'hui parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps. Donc les conclusions, hein, les données n'appartiennent pas aux éditeurs, mais bien aux producteurs des données. Donc on est dans un contexte différent des publications. Il y a des compétences à développer pour les gérer, que ce soit au niveau des documentalistes ou au niveau des chercheurs. Donc là c'est tout ce qui est le plan de gestion de données et les bonnes pratiques à mettre en place. Hein. Et puis encore, pour citer le rapport de Nature, il dit, bon ben voilà, les librairies, les bibliothèques hein, sont particulièrement bien positionnées pour remplir le gap, le fossé pour la gestion de données. Hein. Ils ont une longue expérience pour aider les personnes, les chercheurs, et donc les bibliothèques ont un capital important
de confiance qui pourraient amener à faire ce travail. Et d'après ce qu'on a vu sur tous les projets que vous avez montrés sur la gestion des données, c'est quand même les bibliothèques qui ont mis ça en place. Voilà, donc à suivre, hein, les liaisons des données des chercheurs, des données des publications aux publications, les dépôts dans des répertoires. Est-ce que c'est des répertoires internationaux, de projets ou d'instituts qui vont se créer? Est-ce que les archives ouvertes vont pouvoir aussi accueillir des jeux de données? Ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On peut se dire, ben voilà, on va déposer les jeux de données dans HAL. Ça va être possible d'ailleurs, je pense, non? Et dans Prodinra. Et puis, dans quelles conditions on les partage et on les exploite? Donc pour finir, hein, donc ça c'est sur Internet, hein, les données, l'information, la présentation et puis la connaissance. Voilà. Merci beaucoup.